Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de revoir, de commenter, de décrypter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Noah pour ce nouveau numéro de 20h le rattrapage. Et bienvenue à notre invité. Bonsoir Luc Servant, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Alors ensemble, on va rembobiner la semaine qui vient de s'écouler, une semaine cauchemardesque pour les viticulteurs et les arboriculteurs de notre région. En vain, ils ont lutté contre l'épisode de gel de la nuit de dimanche à lundi et la nuit la plus froide enregistrée au mois d'avril depuis 1947 par Météo France. Les feux géants, les braseros, les bougies n'ont pas suffi à protéger les récoltes. Avez-vous une idée ce samedi de l'ampleur des dégâts ? Alors on sait qu'il y aura hélas une fois de plus de gros dégâts sur toute la partie fruits, ce qui est important dans notre région. On pense aux pruneaux d'Agen, on pense aux pommes, on pense à d'autres productions fruitières du sud-ouest. Pour la partie viticole, aujourd'hui, on est peut-être un peu plus optimiste, on va dire. Il n'y aurait peut-être pas trop de dégâts. Il faut voir maintenant comment la vigne va redémarrer, puisque là, elle était tout juste au départ de la végétation de printemps, mais beaucoup moins avancée qu'il y a un an, où on avait eu hélas, les mêmes épisodes de gel, début avril également. Alors cet épisode de gel, il survient à la veille de la publication du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il nous alerte sur cet hiver anormalement chaud que nous venons de vivre, un hiver qui rend les cultures plus sensibles au gel, puisque les bourgeons sont sortis trop tôt. Il va falloir se réveiller là aujourd'hui ? Maintenant, aujourd'hui, le changement climatique est un fait réel. On voit aujourd'hui ce qui se passe, comment ça se traduit sur les cultures, avec des hivers de plus en plus doux. Des gels tardifs, c'est pas nouveau, il y en a eu d'autres fois, mais quand on a un hiver doux, la culture et quand on a un hiver doux et la culture qui repart plus tôt, on a vu une très belle semaine au mois de mars avant, donc la végétation s'est crue au printemps, elle repart. Et le gel tardif qui arrête tout ça. Donc aujourd'hui, le changement climatique, il est là. On sait les tendances, on sait ce que ça va donner dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc il faut vraiment l'intégrer dans les modes de production agricole. Et il faut que les exploitations agricoles s'adaptent, que l'agriculture s'adapte à ce changement climatique qui, de toute façon, est là de manière réelle et qui va s'amplifier. Mais alors, comment s'adapter, Luc Servant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut qu'on voit ce qui peut être fait dans notre région quand on se projette à 10 ans, 20 ans ou 30 ans et avec l'évolution du climat. Est-ce que les productions sont toujours adaptées ? Est-ce qu'il faut trouver des nouvelles productions ? On peut aussi jouer sur les modes de culture, trouver des espèces ou des variétés qui supportent un peu mieux les températures. Il suffit de regarder ce qui se passe un peu plus au sud et de remonter peut-être les espèces ou les variétés du sud, les remonter vers chez nous. Et il faut qu'on se dote aussi d'outils pour pouvoir supporter ces accidents climatiques qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. On parle du gel, mais il y a les sécheresses, il y a les très fortes températures, les canicules, les épisodes de pluie très importantes. On le voit, des grosses inondations brutales, et ça, c'est de plus en plus fréquent. Donc, l'agriculture puisse se doter d'outils de gestion de risques. Il y a la question assurantielle. Mais on sait aussi que sur nos fermes, nos exploitations, on peut avoir des techniques qui rendent peut-être moins sensibles, en tout cas, nos productions à ces accidents climatiques. Alors, on va revenir au gel. On le disait, ce qui était exceptionnel est devenu la norme. Le phénomène s'est accéléré ces dernières années. L'inquiétude est grande, vous le disiez, notamment chez les arboriculteurs. Alors, je vous propose de regarder ce premier reportage tourné en lundi en Creuse, à Bénévent-l'Abbaye, où vous allez le voir, un pommiculteur donc s'interroge quant à la pérennité de son verger. On regarde et on se retrouve juste après, Luc Servant. Ce verger d'un peu plus de 4 hectares est situé à 450 mètres d'altitude. La nuit dernière, la température a chuté, moins 8,5 degrés, un coup fatal pour ces fleurs de pommier. Le fruit commence à être en formation et donc il est très fragile. On est trop proche du gel, donc on ne peut pas avoir des conséquences immédiates. Mais le fruit, il va être compromis. La récolte de Jubilé d'Elbar, Royal Gala ou de Cybèle s'annonce catastrophique chez ce producteur creusois pour qui la nuit a été courte. Des bottes de paille ont été enflammées au pied des arbres. On a commencé, il était vers minuit et on a allumé jusque vers 4h, 4h30 du matin. Donc on a commencé, les températures étaient entre moins 2,5 et à 4h du matin, il faisait déjà moins 7,5. Et après, je suis revenu à 6h15, il faisait moins 8,5 et ça a tenu cette température-là jusqu'à 8h30.
Il y a un an, presque jour pour jour, le gel a détruit près de 70% de la récolte d'Hervé Gors. Au titre de l'état de calamité agricole, il a été indemnisé pour un montant équivalent à un tiers de ses pertes financières. Pour lui, ces aléas climatiques menacent la pérennité de son verger. Ça fait 4 ans que j'ai repris le verger. Et sur 4 ans, on a eu 3 années de gel, dont les 2 dernières qui sont vraiment très très importantes et qui engendrent un coût financier. Enfin, c'est très très lourd à gérer. De 60 à 70 000 euros, c'est le coût que pourraient représenter les dommages causés par ces gelées nocturnes. Seul espoir pour ce producteur, obtenir une seconde floraison dans les plus brefs délais. Bon, alors 4 ans qu'il a repris ce verger, 3 années de gel, on se demande comment il fait pour garder le moral, ce pomiculteur. Oui, effectivement, quand on est dans une situation comme ça, aussi compliquée, il faut garder espoir. Alors, il y a des dispositifs financiers qui sont là pour accompagner, mais ça peut pas être, effectivement, ça peut pas se répéter comme ça de manière régulière. Donc on voit aujourd'hui que dans un projet d'installation, il faut intégrer cette question quand même du climat, des aléas du climat et des conséquences que ça peut avoir. Et puis sur une production de pommes comme ça, intégrer des dispositifs de protection contre le gel. Je crois qu'aujourd'hui, plutôt que se dire c'est vraiment exceptionnel, il faut se dire ça peut arriver très souvent. Donc il faut avoir les outils qui existent, par aspersion, par exemple, par des outils chauffants, des bougies chauffantes, enfin des choses qu'il faut vraiment intégrer, je crois, dans la production aujourd'hui des fruits en France finalement. Vous parlez des installations. Alors d'après l'INSEE, la population agricole est en nette baisse. En France, on est passé de un peu plus d'1,5 million d'agriculteurs en 1982 et un peu moins de 400 000, 360 000 en 2020, c'est ça? Oui, voilà, oui. Le dernier recensement nous donne ce chiffre. Donc on a une tendance qui est là depuis longtemps, maintenant plusieurs décennies, avec une baisse de l'ordre de 2 à 2,5% par an du nombre d'agriculteurs en France, qui se poursuit, hélas. Mais là, on voit qu'on arrive quand même à un nombre d'agriculteurs qui remet en cause l'occupation du territoire et surtout la reprise des exploitations qui vont se libérer. 40% des agriculteurs aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine ont plus de 55 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fermes qui vont se libérer dans les années qui viennent, beaucoup de surface. Il faut vraiment qu'on mettre la priorité sur l'installation. Et comment motiver alors les futurs agriculteurs, leur dire mais venez, reprenez cette exploitation? Je crois qu'il faut qu'on sorte du milieu agricole. Jusque-là, c'est vrai qu'on considérait que le vivier des installations, c'était chez les enfants d'agriculteurs et on installait quelques jeunes qui venaient hors cadre de la famille, on disait. Là, il faut vraiment qu'on aille peut-être dans les écoles très tôt, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dire que l'agriculture est un secteur qui aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'installation. C'est un secteur qui a de l'avenir, puisque, comme je le dis, il faudra de toute façon de l'agriculture dans 5 ans, dans 50 ans ou au-delà. Donc ça, on est certain que ça restera en France et que ce n'est pas un secteur qui va partir ailleurs. Et donc, il faut qu'on motive des jeunes et surtout montrer qu'il y a plein de formes diverses en agriculture pour s'installer. Il y a peut-être l'exploitation qu'on a un peu de grande culture, de céréales ou de lait ou en élevage bovin, mais il y a aussi possibilité de s'installer sur des petites surfaces avec de la transformation en fruits et légumes. Il faut qu'on reproduise tout ça en France avec de la vente directe. Enfin, beaucoup de modèles différents, beaucoup de schémas qui peuvent intéresser finalement beaucoup de jeunes. Dans le reportage là, que nous venons de voir, il était aussi question de l'indemnisation face à cet épisode de gel. Bon, j'y reviens, Jean Castex, en visite mardi en Tarn-et-Garonne, a promis un fonds d'aide d'urgence d'un montant de 20 millions d'euros à destination des agriculteurs dont les récoltes sont compromises. Comment elles sont calculées, ces aides? Comment ça se passe pour demander les indemnisations? Et troisième question, j'englobe tout, quand est-ce qu'elles vont arriver? Alors, il y a les dispositifs d'aide assez classiques qui existent sur les pertes de récolte, et ça a été dit dans le reportage, mais qui ne compensent que 30% de la perte de la récolte. Et ça, par contre, ça va arriver de manière très tardive, puisqu'il faut attendre avoir le chiffre réel de la récolte, c'est-à-dire pas avant l'automne, pour que ces aides ne soient versées que dans 1 an pratiquement. Donc ça, c'est très long. Ensuite, il y a les exonérations de charges sociales ou les exonérations sur les taxes foncières, mais ça représente qu'une petite partie de la perte, et c'est assez long à venir. Après, il y a l'enveloppe exceptionnelle des 20 millions d'euros, qui est mise à disposition des préfets. Donc là, c'est pour aller au secours des situations les plus urgentes, quand il y a vraiment des pertes de chiffre d'affaires et qu'il y a encore des charges engagées, parce qu'il faut rémunérer le personnel ou qu'il y a des charges engagées. Donc là, c'est les préfets qui peuvent voir ces situations, les juger vraiment exceptionnelles et donc intervenir là de manière beaucoup plus directe. Mais on est très loin de l'ampleur de la perte, puisqu'on parle en centaines de millions ou en milliards d'euros de pertes de récolte. Bon, il n'y a pas que cet épisode de gel. Malheureusement, vous les agriculteurs, vous faites face à beaucoup de difficultés, crise de la production, augmentation du prix des matières premières, des sujets abordés cette semaine par les jeunes agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques. Regardez.
La cave de Jurançon, cadre choisi cette année pour l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs du département. Une réunion sur fond de crise de la production, avec un constat. La guerre en Ukraine a accentué les difficultés antérieures. L'explosion des coûts de production devrait être répertoriée sur les prix agricoles, ce qui n'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, on n'en est même pas à parler de faire sur certains produits une marge, on en est à parler de couvrir des coûts de production. Voilà. Donc la loi Egalim 2 était construite dans cet objectif-là, c'est-à-dire intégrer le coût de production dans la construction du prix. Donc le prix qui serait amené finalement au consommateur était construit à partir de deux choses, un indicateur de prix de marché, un indicateur de coût de production. Et donc dans la négociation, il fallait intégrer un pourcentage de chacun. Les jeunes agriculteurs réclament l'application rapide de la loi Egalim et la tenue de négociations avec l'ensemble des partenaires. Sinon, des filières entières pourraient disparaître comme l'élevage et déstabiliser un peu plus le marché des produits agricoles pour plusieurs années. Bon, alors je le rappelle à vous qui nous regardez, la loi Egalim 2, elle vise à agir pour la juste rémunération des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail le principe de cette loi, Luc Servan ? Alors le principe de cette loi qui a été demandé par la profession agricole, c'est de pouvoir reporter sur le prix de vente du produit pour le consommateur, de reporter les coûts de production pour l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, on sort un produit avec un certain coût de production, mais on est aussi sur un marché mondial. Et donc l'acheteur, la grande distribution, le transformateur se cale un peu sur ce prix mondial. Et on sait qu'il y a 4 ou 5 grandes marques de grande distribution en France qui mettent la pression et qui, dans les négociations, sont beaucoup plus fortes que les 360 000 agriculteurs. Donc c'est pour vous garantir le juste prix. Voilà, et donc on avait un rapport déséquilibré entre les deux, et donc l'État, dans cette loi Egalim, a dit j'impose à ce que dans le prix du produit, on prenne en compte les coûts de production de l'agriculteur, et donc il y a un contrat qui doit être mis en place, justement prenant en compte ces coûts de production. Est-ce qu'elle est appliquée, là, cette loi ? Alors, la loi Egalim 1, effectivement, était insuffisante. Donc, on a la loi Egalim 2 qui s'applique depuis le mois de mars. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, alors d'une part, il y a l'explosion des coûts de production qui n'était pas prévue finalement quand il y a eu les discussions, et on le voit depuis le conflit, la hausse du coût de l'énergie, la hausse du coût des matières premières. Et puis, on voit bien encore qu'aujourd'hui, dans les négociations, on voit bien qu'il y a encore un rapport déséquilibré et que la grande distribution essaie encore de mettre la pression sur les agriculteurs. Donc, il faut que l'État s'engage à suivre la mise en œuvre de la loi et prenne des sanctions quand cette loi n'est pas respectée. Il ne faut pas que ça fasse juste joli, quoi, cette loi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas uniquement un coup de peinture. Il faut vraiment que ça se reporte pour le producteur, dans l'intérêt du producteur, pour que effectivement, il trouve une juste rémunération du travail. Les prix, on va continuer d'en parler, justement. Celui des matières premières est en hausse depuis le début du conflit en Ukraine. C'est le cas notamment du prix des céréales. Parmi les professionnels touchés, les éleveurs de poules pondeuses. On va regarder cet exemple dans les Landes. Et puis, Luc Servan, vous connaissez la musique. Maintenant, on se retrouve juste après. Émilie Deligny nourrit ses 100 poules pondeuses avec une alimentation bio. Si le prix des céréales a augmenté en début d'année en raison d'un cahier de charges plus strict, elle redoute désormais les répercussions du conflit ukrainien. Là, avec la crise actuelle, on sent que les prix vont augmenter plus que sensiblement. Oui. Moi, j'ai des poules plein air, donc elles sortent un peu et donc du coup, elles prennent une partie de leur alimentation dehors en allant picorer les herbes, les insectes qu'elles trouvent dehors. Donc, mais ça ne couvre pas de toute façon entièrement. J'ai quand même besoin de complémenter avec de l'aliment acheté. Une charge supplémentaire pour des éleveurs déjà lourdement frappés par la grippe aviaire. Je n'ai pas été touchée par la grippe aviaire, mais c'est vrai que malgré tout, il a fallu que je modifie mes techniques d'élevage, puisque le plein air n'était plus autorisé comme avant. Et aussi, là, moi, j'ai pu avoir mes poussins assez tôt dans la saison. Et c'est vrai que maintenant, pour ceux qui veulent remettre en place des volailles, avec tous les couloirs qui sont touchés par la grippe aviaire en Vendée, ça va être compliqué. En un an, Émilie a déjà vu sa facture de nourriture augmenter de 20% et ce n'est que le début, selon son fournisseur. Une hausse que l'on ne doit pas à une pénurie alimentaire, mais à une forte spéculation. Alors pour ne pas fermer, elle doit déjà songer à des alternatives. Il faudra que je commence déjà par faire un petit peu de pédagogie auprès de mes clients pour leur expliquer que du fait de l'augmentation du prix des aliments, je ne peux pas faire autrement que d'augmenter le prix de vente de mes œufs. Jusqu'à 20 centimes environ de plus sur la barquette de 6 œufs, une augmentation difficilement imaginable pour cette pâtissière qui ne travaille qu'avec des producteurs locaux.
Si le prix des œufs augmente, ça va être terrible parce que je ne sais pas du tout comment on va faire. On va être obligé de trouver des solutions, augmenter les tarifs et puis baisser la marge. Plus que la crise ukrainienne, les syndicats agricoles redoutent une pénurie de volailles à cause de l'épidémie de grippe aviaire. Plus de 3 millions de volailles ont déjà été abattues dans les Landes. Alors Luc Servant, en plus de présider la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes également producteur de céréales en Charente-Maritime. Tous les céréales sont concernés par cette flambée des prix ? Alors oui, on constate une forte hausse des prix, une très forte hausse depuis un mois. Alors il y a les conséquences du conflit Ukraine. Effectivement, l'Ukraine et la Russie, ça représente un tiers des exportations des céréales dans le monde. Donc c'est vrai que quand on coupe ce débouché, ça a un impact fort. Et donc des pays qui ont besoin de ces produits, d'où cette flambée des prix. Il faut dire aussi qu'on avait déjà auparavant une sécheresse quand même qui commence à apparaître en Afrique du Nord. Et donc qui mettait déjà une tension sur les prix. Donc on a vraiment le cumul de plusieurs choses là, qui font monter les prix. Et donc là on est sur la campagne en cours, enfin donc la production de l'an dernier, mais on voit que la campagne qui arrive et donc la récolte qui arrive pour cet été, on a aussi une forte hausse des prix que l'on constate aujourd'hui. Est-ce qu'à la Chambre d'agriculture, vous accompagnez, alors je pense à cette éleveuse de poules pondeuses qui doit peut-être taper à votre porte pour vous demander comment faire ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un impact fort et ça se reporte sur les autres productions. Et on le voit, la production de volailles, par exemple, de porcs, qui, eux, achètent des céréales, donc sont soumis, en fait, à cette forte hausse des prix et se posent la question, comme on le voit dans le reportage, de reporter ce prix vers le consommateur, qui aura la capacité ou pas, justement, à l'absorber. Mais pour les producteurs, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut voir comment être moins dépendant justement des achats extérieurs, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça en quelques jours, en quelques semaines. Que ce soit pour les producteurs de grandes cultures, être moins dépendants des engrais importés qui ont aussi flambé, être moins dépendants du carburant, par exemple, des énergies. Et puis pour les transformateurs, ceux qui achètent le grain, peut-être voir comment ils peuvent le produire sur leur ferme, leur exploitation, pour en acheter peut-être le moins possible et être moins sujet justement à ces fluctuations de prix d'achat. Bon, Luc Servant, décidément, c'est pas vraiment l'émission des bonnes nouvelles ce soir, mais on va tenter de garder le sourire. On va prendre la direction de la Dordogne où la grippe aviaire sévit. Plusieurs communes sont désormais touchées. Le Périgord est, je le rappelle, le 5e producteur de canards. La filière génère 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, vous imaginez l'inquiétude règne chez les éleveurs qui gardent en mémoire l'épidémie survenue il y a 7 ans. La Dordogne n'a donc pas échappé à l'arrivée de la grippe aviaire. Annoncée depuis vendredi, la maladie qui affecte les palmipèdes est passée du Lot au Périgord. À Saint-Geniès, 2 élevages voisins sont impactés. Oies et canards ont été abattus sur ordre des services de l'État. À Cendrieux, 2 éleveurs de la même famille ont perdu toutes leurs volailles. Un 3e foyer tout proche va subir le même sort. Toute la journée, les réunions de crise se sont enchaînées à la Chambre d'agriculture et en préfecture. Après 2015 et 2016, les éleveurs de volailles grasses revivent le cauchemar de la grippe aviaire. Le sentiment des éleveurs, c'est surtout énormément de détresse, énormément de peur. Le téléphone sonne en permanence, les gens ne savent pas quoi faire. Pour les 700 producteurs du département, cet épisode est une véritable catastrophe. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. C'est la MSA qui va mettre ça et qui va accompagner les producteurs. Voilà, il faut les aider au jour le jour et il faut aussi un accompagnement moral et un soutien pour répondre à toutes leurs questions parce que c'est un choc financier sur une exploitation. C'est un choc pour un éleveur de voir partir ses animaux, donc voilà, il faut les accompagner. Autre crainte, les dégâts économiques. Il va être quasiment impossible de recharger les élevages. Issus de couvoirs, oisons et cantons vont manquer. La production de foie gras pour l'été prochain est menacée. C'est l'activité tout entière de ces producteurs qui est impactée, surtout avec une saison estivale qui arrive et le tourisme normalement qu'on a en Dordogne. Donc c'est un enjeu très important pour notre territoire, bien sûr. Les autorités ont élargi la zone de sécurité sanitaire de 10 à 20 km autour des exploitations. Sauf dérogation, tout transport de volailles est interdit. Alors on parle de la Dordogne, mais le département le plus touché de notre région reste les Landes. Quelle stratégie de crise mettez-vous en place face à ces phénomènes qui deviennent récurrents là aussi ? Alors là aussi, on a un phénomène qui était exceptionnel jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, mais finalement qui se répète. Et ce qui est nouveau cette année, c'est que la grippe aviaire, jusque-là, arrivait plutôt à l'automne.
Et là, elle réapparaît finalement au printemps et sur un territoire beaucoup plus vaste, puisqu'aujourd'hui, c'est tout l'ouest de la France qui est touché. Donc on voit bien que le virus est de plus en plus présent, de plus en plus virulent et contagieux. Comme d'autres virus, ça rappelle effectivement autre chose. Mais on voit qu'il y a un changement là-dessus. Donc d'une part, il faut accompagner un peu dans l'urgence la situation des éleveurs qui perdent leur outil de production et qui ne savent pas s'ils vont pouvoir remettre justement les élevages en place dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc là, c'est de l'accompagnement financier et l'État est présent pour accompagner effectivement les producteurs. Il y a aussi après la question du plus long terme. Comment ne pas répéter cette situation tous les ans, ce qui devient insupportable. Et donc là, on se pose la question justement au niveau de la profession et des organisations agricoles, de voir dans un premier temps, de peut-être déjà de rendre moins denses en tout cas les élevages qui sont peut-être par endroits trop denses et ce qui fait que le virus se propage très vite d'élevage en élevage, ce qui avait déjà été un peu mis en place pour cette campagne. En tout cas, ça ne semble pas suffisant. Et il y a la question du vaccin aussi, qui est une autre... Vous espérez un vaccin ? L'autre question, de mettre un vaccin. Mais ça, c'est une décision à prendre au niveau national. Ce n'est pas un seul département qui peut le prendre. C'est vraiment cette décision au niveau national qui serait peut-être sans doute une issue, en tout cas pour sortir de ce cycle infernal qui ne peut pas être supportable encore plus longtemps. Alors, vous parlez de la taille des élevages, mais cette épidémie, elle remet aussi en question l'élevage en plein air. Alors oui, parce que là, il y avait une solution qui avait été apportée, enfin en tout cas qui avait été mise en œuvre cet hiver de renfermer un peu les élevages pour ne pas qu'il y ait le contact avec la faune sauvage. On voit que ce n'est pas suffisant, que ça n'empêche pas le virus de passer. Donc il y a la question quand même de la densité des élevages sur le territoire, hein, peut-être espacer un peu plus, de voir s'il faut mettre en place des barrières aussi, enfin des zones blanches, on va dire, pour casser la propagation du virus. Donc là, enfin, on est vraiment dans un phénomène là qui s'amplifie très fortement et on recherche les solutions techniques donc à mettre en œuvre avec les producteurs. Il faut aussi prendre en compte quand même l'existence de ces filières locales et de ce que ça apporte, de la valeur ajoutée, de toute l'activité locale, parce que derrière, il y a la transformation, il y a les abattoirs. Donc vraiment un travail de fond là maintenant à faire, puisqu'on n'est plus dans une situation exceptionnelle. On voit vraiment qu'on est dans une situation, hélas, durable. Et puis, rapidement, en quelques secondes, notre préoccupation aujourd'hui se situe du côté des premiers cantons. Ils viennent pour la plupart de Loire-Atlantique, un département qui est lui aussi touché par l'épidémie de grippe aviaire. Oui, autant auparavant, on allait chercher des poussins ou des canetons et on remettait assez vite en production les élevages du sud-ouest. Aujourd'hui, c'est plus possible puisque ces régions sont aussi touchées. Donc là, on va être, comme ça a été dit dans le reportage, pendant quelques semaines ou quelques mois, sans avoir la possibilité de remettre en élevage. Donc il y aura sans doute à un moment donné un manque de produits sur le marché du fait de ce retard de remise en production. Luc Serment, je vous propose qu'on s'intéresse à ce paradoxe. À présent, pendant le confinement, les consommateurs s'étaient rués chez les producteurs locaux. C'était très à la mode, hein, vous me le confirmez. Les filières courtes avaient alors connu un boom sans précédent. Mais depuis la fin des restrictions, vous le savez et vous allez le voir, c'est la désillusion. Exemple dans la Vienne. Il y a tout juste 2 ans, en plein confinement, Mathieu était submergé d'appels, de commandes de paniers, jusqu'au jour où tout a basculé. Brutalement, au déconfinement, en fait, on a été un petit peu oubliés. Et c'est vrai qu'on a ressenti quand même un petit pincement au cœur, parce qu'on avait tout donné et puis on a eu le sentiment d'être un peu abandonné. Abandonné, le terme est faible. Mathieu concède qu'il ne dormait que 4 heures par nuit pour répondre à la demande du plus grand nombre. Depuis juin dernier, les ventes en circuit court ont baissé entre 20 et 30%. C'est très inquiétant. Et il y a beaucoup de structures qui souffrent, que ce soit des producteurs ou des distributeurs. Le risque, c'est qu'on perde notre agriculture de proximité, le rayonnement qu'elle a sur le territoire, sur l'environnement, la qualité du terroir de nos produits. Et ça peut être dramatique pour le futur. Pourquoi les consommateurs boudent-ils les circuits courts? Était-ce un effet de mode durant le confinement? Que ce soit en vente directe en ferme ou en magasin de producteurs, l'explication semble être financière. Je pense que c'est plutôt l'augmentation des prix qui a incité les gens peut-être à revoir un petit peu leur budget. Au niveau alimentaire, ils ont clairement plus rejoint les grandes surfaces. Ils ont été chercher des produits un petit peu moins chers, mais peut-être aussi moins qualitatifs. Les plus convaincus trouvent tout de même des solutions. Je viens moins souvent, là j'essaye de rassembler dans un plus gros panier et en fin de compte je fais des économies d'échelle. Même s'ils sont également touchés par l'inflation, les producteurs assurent n'avoir jamais augmenté leur prix dans l'espoir que la situation s'atténue.
Voilà, c'est une tendance nationale. En moyenne, la vente directe affiche 15% de baisse de chiffre d'affaires. Pourquoi les consommateurs ont tout d'un coup, au bout de quelques mois, un an, on va dire, maximum, pourquoi est-ce qu'ils ont tourné le dos à cette filière ? Alors, il y avait, enfin, pour être un peu plus optimiste, il y avait quand même une tendance qui était là, on le voit depuis quelques années, où il y a un marché qui se développe. Il y a un consommateur qui va de plus en plus chercher le produit local. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, avec le confinement, il y a eu une explosion. Tout le monde a voulu aller chercher des produits locaux. Et aujourd'hui, ça a rechuté, effectivement. Donc ils ont gardé la base, en fait, des consommateurs qu'ils avaient déjà. Et on retrouve finalement la base. Alors il y a toujours une tendance, et on l'espère, il faudra voir dans le temps, est-ce que ça donne à une hausse assez légère. Mais on voit que finalement, le consommateur, il y a un potentiel qui est là, mais qui n'est peut-être pas aussi large qu'on pouvait l'espérer ou le penser. Je crois que moi, aujourd'hui, il faut qu'on se retourne pour trouver les débouchés à la production locale. Tout ce qui est restauration hors domicile, tout ce qui est les achats par les lycées, les collèges, par exemple, hein, c'est à eux, je crois, d'aller vers les produits locaux, de faire des contrats avec les producteurs pour qu'on soit sur des filières durables, et là, de pouvoir assurer aussi une alimentation saine, locale pour les consommateurs à ce moment-là, quoi. On va partir chez vous maintenant, Luc Servant, dans le Marais Poitevin, avec cette note positive. Vous connaissez le label Valeur Parc Naturel Régional. Il y en a 46 en France. Il permet à ceux qui en bénéficient de promouvoir leurs produits locaux. C'est le cas pour vous. Vous nous en direz un mot juste après ce reportage. Planter, puis récolter le fruit de leur travail pour se réinsérer professionnellement. C'est l'objectif de ces salariés qui découvrent le maraîchage. J'ai toujours été dans les espaces verts, un petit peu de tout, comme la misère. Et le maraîchage, non, pas trop, jamais, c'est la première fois. Comme Homo, ils sont chaque année une 60aine à être embauchés par Nature Solidaire, une association d'aide à la réinsertion par la protection et l'entretien du Marais Poitevin. On touche à la terre, on est sur de la commercialisation, on a des points de vente, on travaille à la pesée, au conditionnement des légumes, donc c'est un travail qui est très varié. Un travail varié dont ils sont fiers. Je le plante et je le mange en même temps par contre. Parce que c'est la seule chose que j'achète comme les légumes quand je le mange. Et depuis quelques semaines, l'association et ses produits sont labellisés Valeur Parc Naturel Régional. Les valeurs, c'est l'environnement, le respect de l'environnement, c'est la dynamique sociale. Une association d'insertion, ça ne peut que répondre à la dynamique sociale. Et puis également donc, au territoire Marais Poitevin. Un label national qui encourage les structures agricoles, touristiques ou encore artisanales à mettre en valeur l'économie du territoire. Ce brasseur, par exemple, a collaboré avec un confrère vendéen pour créer une bière locale. Il a fallu sourcer de l'orge qui venait du Marais Poitevin, puisque la matière première principale, c'était forcément l'orge, l'eau étant forcément issue de Coulon. Et on a eu la chance de travailler avec la minoterie de Courson, on a travaillé aussi avec un autre brasseur, et tous ensemble, effectivement, on a créé ce projet. Aujourd'hui, sur le territoire du Marais Poitevin, 86 entreprises comme celle-ci sont labellisées. Bon, alors dites-moi tout, vous connaissez bien ce label ? Oui, parce qu'effectivement, je suis un producteur dans le Marais Poitevin, et donc on a cette démarche auprès de ma coopérative Écacité par rapport à la minoterie de Courson, cette démarche de mettre une partie de la production dans la filière, et donc de l'estampiller Marais Poitevin, que ce soit de l'orge pour de la bière, et donc on a aussi une bière locale de la minoterie, pour du blé, pour faire de la farine du Marais Poitevin, et ça je crois que pour le consommateur, ça donne une image de production locale. On disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un recul là-dessus, mais en tout cas, le consommateur a envie de savoir d'où vient le produit, et que sans que ce soit de l'achat direct au producteur, il pourra retrouver dans les rayons de la grande distribution ou d'autres magasins des produits issus du Marais Poitevin, et pour lui, ça lui parle, c'est quelque chose qui parle. Donc on va développer ces filières. Il y a aussi des filières de viande bovine qui est en train de se mettre en place pour avoir une gamme de produits issus du Marais Poitevin. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche, puisqu'il y a ce lien quand même direct, finalement, qui se crée entre le consommateur et le producteur. Il y a une vraie dynamique autour de ces labels, il en existe de plus en plus. Oui, alors il en existe de plus en plus, puisque l'idée c'est de rattacher au territoire. Donc ça peut être le Marais de Rochefort, ça peut être notre secteur du sud-ouest. Enfin, dans chaque département, on sait qu'on a des situations particulières. Et donc de rappeler au consommateur que le produit est justement issu de la zone autour de chez lui et que ça lui parle, que ça lui rappelle en tout cas quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a quand même une attente. Il faut qu'on en profite, et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et aussi du producteur, pour mettre quand même en avant et en valeur ces produits.
Bon, je suis heureuse de terminer cette émission sur cette note positive. Merci beaucoup, Luc Servan, de nous avoir accompagnés ce soir. Donc, je le rappelle, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et également producteur de céréales en Charente-Maritime. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Très belle soirée, très bon week-end sur Noah.